le service information et conseil aux familles de l'Appel de Paris vous donne rendez-vous pour sa 6e matinée École inclusive dont le thème sera cette année l'Ulysse, mode d'emploi. Accompagnez le parcours de son enfant en Ulysse avant, pendant et après. La matinée sera également l'occasion de proposer aux familles concernées par le handicap des contacts et des rencontres avec des associations ou institutions pouvant les accompagner, elles et leurs enfants. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Vous allez bien? Vous avez réussi à vous lever tôt ce matin pour venir nous voir? J'ai presque envie de vous applaudir. Mais bon. Ah! Monsieur a été le premier. Vous avez été exceptionnel. Merci. Je ne mérite absolument pas vos applaudissements, c'est à moi de vous applaudir. Bienvenue donc pour cette 6e matinée École inclusive, Appel de Paris. Je vais profiter du terme appel pour appeler justement Valérie Moreau et Camille Pizot, que là vous pouvez applaudir, pour nous présenter la structure et l'ADN particulièrement de cet événement. Bienvenue à toutes les deux. Vos micros sont là. Je vous présente Agnès. Mettez-vous face à votre public. Bienvenue à toutes les deux. C'est Camille qui va nous parler en premier. Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai qu'un mot à dire ce matin. Merci. Merci à vous, chers parents, qui depuis 6 ans assistez le samedi matin, donc tôt, à ce rendez-vous de l'Appel de Paris consacré à l'école inclusive. Merci à la direction et à l'Appel de Notre-Dame de Sion, Cécile et Céline qui doivent être parmi nous. Merci pour votre aide et merci de nous accueillir ici depuis plusieurs années. Merci à nos intervenants ainsi qu'aux associations présentes ce matin pour vous informer et échanger avec vous. Merci à notre équipe de bénévoles de l'Appel de Paris, très nombreux ce matin. Je ne vais pas tous les citer. Ils œuvrent au quotidien avec dévouement et bienveillance au service des familles. Merci à Valérie, notre permanente, qui est à l'écoute et présente auprès des familles et pour son travail cette matinée École inclusive. Merci aux services techniques et aux services de restauration qui assurent le bon déroulement de la matinée. Myriam, Agnès, Sébastien, merci à vous. Et enfin, merci à Virginie Durin, notre présidente de l'Appel de Paris, à l'origine de cette matinée École inclusive, et qui, il y a 2 ans, m'a accordé sa confiance en me transmettant les rênes de cette matinée. Merci Virginie. Bienvenue à toutes et tous, et bonne matinée. Je laisse la parole à Valérie, qui va vous annoncer la suite du programme. Donc je rajouterai pas de merci, je crois que tu as fait le tour, Camille. Non, vous étiez au top au niveau des merci, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que là, on a révisé, c'était très très bien. Ouais. Mais effectivement, merci quand même d'être présent à tous. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites ce matin, puisque le sujet du jour, les dispositifs Ulysse, appelle beaucoup de choses. Vous avez sûrement beaucoup de questions. Il y aura, je pense, beaucoup de choses, beaucoup d'informations données par nos intervenantes ce matin que Sébastien présentera ultérieurement. On va commencer à l'heure quasiment, donc c'est déjà très très bien. C'est une journée parfaite. On a voulu commencer cette matinée en fait par les élèves, qui sont quand même au cœur de nos préoccupations. Et pour ce faire, on va demander à Laure et à Lourdes de venir nous lire en fait des phrases, des citations, des propositions qui avaient été faites par des élèves de dispositifs Ulysse à l'occasion d'un des débats du Grand Débat National en 2019. Voilà, donc elles vont se relayer pour présenter ces citations et on pourra ensuite passer à la conférence. Et là, c'est le moment où vous êtes bien parce que vous nous quittez. Voilà. C'est ce que vous attendiez. C'est le moment où on est beaucoup. Et pourtant, c'est votre public. Hein. Les gens ont adoré vous voir ce matin. Merci. Vous allez pouvoir prêter votre micro également. Alors, merci beaucoup à toutes les deux, Valérie et Camille. Bienvenue donc à Laure et à Lourdes. Vous allez vous échanger l'une et l'autre donc des témoignages d'enfants. Parlez bien proche de votre micro, c'est à vous. Bonjour. Alors, de Fatima, de l'établissement Saint-Nicolas. On sait qu'il ne faut pas rester en retrait. On essaie d'aller vers les autres, mais on se demande toujours si la personne aura la patience de nous écouter. Ça nous stresse. Ça nous rend timides, au point que parfois on s'en mêle dans nos pensées. Ludivine, de l'Initiative. Plus facile qu'un témoignage direct, je pense à des jeux de rôle mettant en scène une personne qui se moque d'une personne handicapée. Cela aiderait à faire comprendre combien les mots peuvent blesser et marquer toute une vie. Xavier,
de Saint-Jean-de-Montmartre. On devrait aussi faire plus de sorties et d'activités avec les autres, en milieu ordinaire. Diego, de Saint-Nicolas. C'est pour ça qu'il ne faut pas nous juger trop vite. Si les gens voient que nous sommes fragiles, il faut qu'ils soient plus doux avec nous. Alexandre, de Saint-Nicolas. Globalement, on manque de visibilité dans la société. On est un peu comme des fantômes. On ne parle jamais de nous, sauf en négatif, en termes qui font peur. Cléo, l'initiative. En fait, c'est comme pour les différences de couleur de peau ou l'orientation sexuelle. Apprendre à accepter et à les respecter, cela ferait une société plus tolérante. Merci, mesdames. Merci. Attendez 2 petites secondes. On va récupérer vos micros. Tout va bien. Dans quelques instants, et je vous le dis, nous sommes en direct sur la page de l'appel sur Facebook. Nous sommes en direct, donc on salue évidemment ceux qui nous regardent actuellement sur Facebook. Et nous sommes ensemble jusqu'à 11h30. Nous allons pouvoir donc commencer ce rendez-vous. J'en profite pour vous dire qu'à la fin de ce rendez-vous, aux alentours de 11h15, la parole circulera dans cette salle. Ce sont des questions que nous attendrons. Notez que nos intervenantes nous feront le plaisir de rester avec nous un peu plus longtemps et que vous pourrez les rejoindre du côté du jardin d'hiver. Et si vous avez des questions très personnelles à poser, à ce moment-là, ce sont des échanges que vous pourrez faire avec les intervenantes que vous aurez écoutées durant cette conférence. Concernant les questions, on vous demandera à la fin de ce rendez-vous de poser des questions généralistes, des questions qui concernent l'ensemble de l'Assemblée. Et ensuite, vous aurez le loisir vraiment de pouvoir échanger en dehors de cet auditorium avec l'ensemble de nos invités. Alors, c'est Florence Mirande qui va ouvrir la marche ce matin. Vous êtes de la direction diocésaine de Paris, adjointe au directeur diocésain, pôle réussite éducative des élèves. C'est un titre long, mais ça en dit beaucoup sur votre implication. Bienvenue à vous, Florence, on vous écoute. Merci beaucoup. Juste pour me présenter très rapidement, je suis enseignante spécialisée de formation, j'ai été chef d'établissement et ça fait 12 ans que je travaille au service de l'enseignement catholique de Paris. Je travaille essentiellement sur la réussite des élèves dans un pôle qui, au départ, s'appelait pôle inclusif ou éducation inclusive. Et puis finalement, on a gommé ce mot inclusif parce qu'on s'est dit que tout établissement scolaire devait être inclusif et que voilà, cet adjectif, on l'enlève. Et on est persuadé à la direction de CESEN, l'enseignement catholique de Paris, que tout établissement est inclusif de par définition. Je suis très... j'ai eu l'occasion de participer à ce grand débat avec les jeunes du lycée. Je suis encore très émue d'entendre ce qui a été dit, parce que finalement, on ne donne pas souvent la parole à nos jeunes et à tous les jeunes. On est persuadé à la direction du CESEN qu'il faut aller écouter tous les jeunes, y compris les jeunes en situation de handicap. Ça, c'est notre conviction. Et qu'il faut aller rejoindre chacun là où il est et surtout, les écouter. Et ce moment de grand débat, pour nous, adultes, entourants, accompagnants, enseignants, et moi-même, de là où j'étais. Et puis j'avais emmené toute la direction diocésaine aussi avec moi lors de ce grand débat. Eh bien, on a été édifiés par ce que les jeunes pouvaient nous dire et nous témoigner de leur ressenti à propos de leur scolarité. Donc Ulysse, c'est le sujet de ce matin. Ulysse, dans l'enseignement catholique à Paris, c'est un mot. Depuis une douzaine d'années, on a essayé de développer des dispositifs chaque année. Je crois que chaque année, on a ouvert un dispositif Ulysse. On est passé, si vous voulez des chiffres, on a aujourd'hui 16 Ulysse écoles, 21 Ulysse collèges et 9 Ulysse lycées. Voilà. Mais ce qu'il faut souligner aussi dans ces ouvertures d'Ulysse, c'est l'implication de chaque établissement. Ce n'est pas nous, direction de CESEN, qui décrétons que là, il faut aller ouvrir un Ulysse. C'est vraiment un travail de collaboration et de coopération avec des établissements scolaires, des équipes dans les établissements scolaires et des chefs d'établissement. Mon travail à moi, de là où je suis, c'est d'aller
chercher les établissements scolaires, mais aussi de susciter l'envie de travailler davantage cette notion d'inclusion scolaire dans les établissements. Et je suis toujours heureuse de voir que ce projet de dispositif Ulysse et d'ouverture de dispositif Ulysse dans un établissement scolaire aboutit. Voilà. L'inclusion, ça ne se décrète pas, ça se travaille. Et c'est un peu ce qui se fait au sein de chaque établissement scolaire, soit dans des dispositifs Ulysse, mais depuis la loi de 2005, on a aussi beaucoup d'élèves en situation de handicap qui sont dans des classes ordinaires et qui sont accompagnés, ou pas d'ailleurs, au mieux par des accompagnants et puis par leurs enseignants. Je suis aussi convaincue que ces dispositifs Ulysse ne relèvent pas uniquement de l'enseignement spécialisé et d'enseignants spécialisés, mais qu'il y a aussi un partenariat et une coopération à avoir avec les enseignants de classe ordinaire. Et j'en parle, les enseignants de classe ordinaire, hein, de la petite section jusqu'à la terminale, voire au bac plus 2, 3 sur les BTS. Je crois que ce sont ces enseignants-là, c'est avec ces enseignants-là qu'on va faire le défi de l'inclusion et pas uniquement avec les enseignants spécialisés, même si je reconnais leurs grandes compétences, leur grande bienveillance et leur grand professionnalisme. Mais je crois aussi qu'il faut s'attacher à développer le professionnalisme, le geste professionnel inclusif, je le mets quand même là, des enseignants de classe ordinaire. Et ça, c'est le défi que nous essayons de relever dans l'enseignement catholique de Paris, c'est d'aller aussi travailler avec les enseignants de classe ordinaire pour changer leur regard, pour accueillir davantage les élèves, tous les élèves dans leur classe, quels qu'ils soient. Changer un geste professionnel, c'est pas facile. Et on le fait pas, c'est pas une baguette magique. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc on travaille avec des formations, avec des projets d'établissement qui se montent autour de davantage de pédagogie. On est aussi persuadé à la direction de Cézanne que par les pédagogies en équipe enseignante, c'est indispensable et c'est ça qui va faire bouger l'école inclusive et l'inclusion de nos élèves d'Ulysse dans les classes ordinaires. Par les pédagogies, au Canada on dit jaser pédagogie, on a eu la chance d'aller rencontrer des enseignants au Québec. C'est notre défi. Aujourd'hui, on ne parle pas assez pédagogie dans les établissements scolaires. Et ça, on aimerait bien qu'on développe ça. Et on s'y attelle par des formations, par des journées pédagogiques, par un travail avec les chefs d'établissement, par un travail avec des adjoints. On essaye aussi de développer la notion d'adjoint pédagogique dans les établissements scolaires, qui est quelqu'un qui s'occupe de la pédagogie. Et puis on travaille aussi avec les enseignants et les chefs d'établissement à poser un autre regard sur des notions comme l'évaluation. C'est essentiel. Des notions sur l'autonomie des jeunes, sur le sens de l'apprentissage pour les jeunes, tous les jeunes, hein, les jeunes en Ulysse et aussi les jeunes de classe ordinaire. Pourquoi on vient à l'école? Qu'est-ce qu'apprendre? On travaille, il y a quelques établissements scolaires qui travaillent aussi sur la question des neurosciences. Qu'est-ce que la mémoire? Qu'est-ce que l'attention? Tout ça avec des enseignants de classe ordinaire et des enseignants spécialisés. Et puis on a aussi quelques projets qui se développent au niveau des classes flexibles, la flexibilité des apprentissages. Voilà. Donc un grand champ. Mais je vais surtout laisser la parole. Alors j'avais préparé plein de choses. Une dernière chose aussi. Je suis intimement persuadée que pour les jeunes, être dans une école, c'est déjà réussir. C'est réussir, c'est appartenir à un établissement. Et puis c'est participer à la vie de l'établissement. Après, il n'y a pas de niveau. Je trouve que scolariser un jeune, quel qu'il soit, pour les établissements scolaires, c'est le faire réussir, le faire participer et que le jeune ait un sentiment d'appartenance, Ulysse ou pas. Voilà. Mais je vais laisser la parole à mes collègues qui sont beaucoup plus expérimentés que moi et qui vous parleront des Ulysses de l'intérieur.
Vous avez été parfaite, le timing est respecté. Je vous dis que c'est une très belle journée. Merci beaucoup, Florence Mirande. Merci bien. Notre intervenante suivante est Sylvie Groman. Vous êtes coordinatrice enseignante de l'Ulysse de l'école du Sacré-Cœur, ensemble scolaire Batignolles-Épinette. Je vais vous prêter cette machine formidable puisque vous nous avez préparé une présentation riche. C'est à vous la parole. Bonjour à tous. Donc je suis très heureuse d'être... Alors proche de la bouche, Sylvie. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous pour partager avec vous justement les spécificités d'une Ulysse école, en particulier donc. Je suis désolée, je me mets en jeu. Donc moi, voilà. Donc moi je suis enseignante et coordinatrice de l'Ulysse école du Sacré-Cœur qui fait partie du groupe de Batignolles-Épinette. À Paris. À l'école catholique, pour l'enseignement catholique, on a principalement 3 types d'Ulysse, alors que la liste est beaucoup plus longue si vous regardez les types d'Ulysse qui peuvent exister. Mais dans l'enseignement primaire, il n'y aura que ces 3-là, donc ça réduit un peu le champ d'action, sachant que pour le primaire, on regroupe les TFC et les TSLA ensemble. Donc, dans mon dispositif, j'ai un élève qui est dyspraxique et d'autres enfants qui souffrent de troubles des fonctions cognitives. Et ça se passe très bien. Donc, on a ces deux acronymes, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup en acronymes dans le handicap, qui sont regroupés. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis dit, quand considérer l'Ulysse, eh bien, c'est ce que nous disent les textes. Et je me suis dit, non, mais pour quelqu'un qui est extérieur ou qui est parent, c'est très compliqué finalement de savoir ce que ça veut dire tout ça. Et du coup, j'ai préféré vous l'illustrer par des photos et vous répondre un peu à ce que ça voulait dire, des adaptations pédagogiques, des regroupements, qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Et du coup, je vous présente le premier aspect qui est donc des aménagements et adaptations pédagogiques. Qu'est-ce que c'est ? C'est une organisation pédagogique adaptée aux besoins. On aura en deuxième partie de ma présentation des enseignements adaptés dans le cadre de regroupement et la mise en œuvre de PPS. Et tout ça, ça peut être assez décourageant quand on commence à lire. On essaie de découvrir ce que c'est que l'Ulysse. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce document, mais c'est pour vous illustrer ce que c'est que finalement des adaptations particulière, c'est que quand un enfant arrive et pour qui on a conseillé une orientation en Ulysse, eh bien, il y a un temps d'observation et d'évaluation qui se fait tout en douceur. On accueille l'enfant, enfin j'accueille l'enfant et je mets en place des documents qui me permettent de mettre en place ses points forts, de lister ses points forts et ses points plus faibles, afin d'établir des objectifs. Et je mets en face aussi les outils que je vais utiliser, que l'équipe éducative va utiliser pour aider cet enfant à atteindre ses objectifs. Là, ici, sur cette page, on ne voit par exemple que pour la grammaire, la grammaire, l'orthographe, ce que j'ai pu découvrir, enfin ce que j'ai pu faire ressortir pour cet enfant. Donc les documents font à peu près 27 pages. Mais il faut savoir que sur chaque page, il y a un domaine et il y a une compétence. Et ça clarifie les choses pour les parents et pour les enseignants des classes de référence qui vont accueillir l'enfant, et pour moi aussi, pour mettre en place une pédagogie qui sera adaptée. Donc on a les constats, les objectifs prioritaires et les adaptations. Et ça, c'est ce qu'on appelle un PPI. C'est un projet pédagogique individuel. Donc c'est un terme que vous entendrez peut-être. Et c'est finalement quelque chose qui va nous aider pendant l'année. Ça n'est pas fixe. Il va être adapté au fur et à mesure de l'enfant. Si l'enfant évolue et on voit qu'il atteint ses objectifs, je vais en rajouter évidemment. Donc ce n'est pas un document qui est fixe, c'est un document qui va être évolutif. Et on a ça. Et pour ce faire, je me base bien sûr sur les programmes de l'éducation nationale, sachant que en Ulysse, on a la spécificité, on peut finalement se baser sur les 3 cycles. La maternelle,
le cycle 2 et le cycle 3. Donc il faut bien savoir qu'on n'est pas dans un écrin qui nous limite. Donc ici, simplement juste pour vous montrer rapidement, ici vous avez un PPI, une page du PPI qui n'est pas une compétence de type scolaire, mais ce qu'on appelle une compétence transversale. Donc pareil, ce que j'ai pu constater pour cet enfant, les objectifs qu'on s'est donnés et les outils qu'on va mettre en place. Alors, des enseignements adaptés dans le cadre de regroupement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les enfants vont venir dans une classe qui s'appelle la classe arc-en-ciel, mais c'est la classe de tout le monde. Ça n'est pas là où ils sont toute la journée. Et on va avoir, pour moi, en tout cas dans le cas de la classe arc-en-ciel de l'école du Sacré-Cœur, c'est une classe flexible, ce qui veut dire que les enfants choisissent comment ils vont s'asseoir et où ils vont s'asseoir. Donc ça, c'est une première chose. Voici la classe en elle-même. Donc vous voyez, il y a plusieurs types d'assises et plusieurs modalités en groupe ou tout seul. La classe va être organisée par domaine pour aider l'enfant à se concentrer. Là, vous avez à droite, on devine un coin graphisme. À gauche, en bas, un coin de grammaire. En haut, à gauche, en bas à gauche et en bas, en haut à droite. Bon, bref, c'est pas grave. Vous avez un coin lecture. C'est juste pour vous donner une petite idée. Ça donne très envie aux enfants de travailler, d'avoir ce genre d'organisation. Après, évidemment, il va falloir qu'on manipule pour apprendre, parce qu'on travaille tous les sens. On est avec des enfants, tous les enfants de toute façon ont besoin de ça. Eh bien, au lieu d'apprendre avec un fichier et puis un crayon, surtout pas. On va d'abord manipuler. On va faire des regroupements par dizaines, on va travailler et muscler ses petites mains quand on est hypotonique avant de pouvoir écrire. On va exploiter tous les espaces, très important. Parce que justement, dans la classe de référence où on va aller aussi, et ben finalement, on est assis sur une chaise entouré de 30 élèves. Donc on ne va pas avoir ce luxe-là. Et c'est ça que la classe arc-en-ciel va pouvoir vous offrir. Donc ici, malgré la taille de la classe arc-en-ciel, mon petit élève à droite a décidé d'aller dans le couloir. Et à gauche, compter l'argent, c'est beaucoup mieux par terre. On a des outils Montessori parce que c'est vraiment ce qui nous amène à ce qu'on appelle l'abstraction matérialisée, et qui nous permet vraiment de rentrer dans la numération, le nombre, mais aussi de limiter les objectifs, les compétences qu'on va travailler pour pouvoir vraiment les maîtriser. Et c'est l'enfant qui est au cœur de tout ça. C'est-à-dire qu'il va vraiment... Ça n'est pas une classe frontale pour la géographie, pour apprendre à lire l'heure. On a des outils informatiques aussi, évidemment. Et puis, si on arrive à écrire que quand c'est grand, c'est pas grave, au moins on écrit. Et progressivement, on va aller du plus grand au plus petit. Quand on a un enfant au début qui n'est pas du tout scripteur, qui n'écrit pas du tout, pouvoir écrire sur une grande feuille, c'est super. C'est ce qu'on va faire. On va vraiment se réhabituer à aimer l'école et c'est vraiment le cas. Et alors, on n'est pas tout seul, hein. On peut être en petits groupes, comme vous voyez. Là, à gauche, on était en train d'apprendre on avait une situation problème, comment on va mesurer le couloir, ou alors ici, avec les suites numériques. Et puis, évidemment, il y a aussi quand même des enseignements beaucoup plus classiques. On apprend aussi en jouant. Et alors, les temps d'inclusion, ils sont très variables. J'ai un de mes élèves qui est en inclusion toute la journée, à part 1 heure dans le regroupement Ulysse. Et j'ai aussi le contraire. J'ai un élève qui, par contre, est en moyenne 1 heure, 1 heure et demie en inclusion, et le reste du temps, il est en classe Ulysse. Enfin, en regroupement, en ce qu'on appelle la classe arc-en-ciel. Et ça aussi, il faut savoir que ça n'est pas limité dans le temps. Ça va pas être fixe. On va voir l'évolution de l'enfant, on va voir comment ça va évoluer, et on peut commencer avec 1 heure d'inclusion par semaine en début d'année, et puis ça va augmenter au fur et à mesure de l'année. C'est vraiment pas quelque chose qui est fixe. Il faut savoir qu'on s'adapte, et l'enfant est vraiment au cœur de ce dispositif.
Alors, on parlait aussi d'un travail d'équipe. Et puis, comment aider l'équipe à se former? Eh ben, l'enseignant coordinateur, qui est moi, enfin, on a aussi un rôle de personne ressource. Donc, on va aussi dans les classes pour aider les enseignants qui pourraient avoir des questions ou qui pourraient avoir du mal à se lancer. Et à leur demande ou sous forme de proposition de ma part, je peux aussi aller dans les classes. Je vais aussi dans les classes de référence pour co-animer des séances. Là, on fait de la géométrie par le biais de l'origami. Et ma collègue, elle est là. Ce qui se passe, c'est elle qui a pris la photo. D'habitude, il n'y a pas de photo de moi. Elle a pris la photo, donc j'avais que ça comme photo à vous présenter. Mais sachez que les enfants, finalement, les enfants de classe de référence viennent aussi dans la classe arc-en-ciel. On fait des projets. Donc, on a aussi ce qu'on appelle des inclusions inversées. Et on n'est pas finalement, je ne sais pas comment on dit, on n'est pas dans un écrin doré et on va dans les deux sens. Les inclusions se font dans les deux sens. Alors évidemment, il y a le sport qui normalement se fait dans la classe de référence. Et puis, c'est un projet d'école. Les parents sont impliqués, les enseignants sont impliqués, et les enfants qui sont inscrits, qui bénéficient du dispositif Ulysse, ils font partie intégrante de l'école, évidemment, et ils participent au projet d'école. Et on a une équipe d'enseignants qui est extrêmement partante. On est tous ensemble. Bien sûr, on a les temps forts, des temps où finalement on accueille... On accueille toutes les célébrations de type de religieuses et on est tous ensemble et ce sont des temps forts aussi pour nous tous. Alors, concrètement, comment on arrive à faire tout ça? J'ai la chance de bénéficier d'une AESH Co, c'est-à-dire qu'elle est là pour tous les enfants. Elle est soit dans le dispositif, pour s'occuper des enfants par petits groupes ou tout seul, ou elle va dans les classes de référence avec un enfant. C'est très variable, elle a un emploi du temps, et ça aussi c'est évolutif. Parce que l'objectif c'est que l'enfant soit le plus autonome possible au fur et à mesure de sa scolarité. Alors j'ai mis la piscine parce que Samira, notre AESH Co, est très très aimée des enfants parce que c'est une personne formidable, mais aussi parce elle les amène à la piscine. Et donc du coup, c'est vraiment... elle a un grand succès. On a aussi une AESH individuelle pour un des enfants, et elle vient dans la classe, dans le dispositif et en classe ordinaire, en moyenne à peu près à mi-temps. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons de faire. Donc, évidemment, l'Ulysse, c'est quoi? C'est la mise en œuvre du projet de scolarisation. Donc, c'est vraiment la définition de l'Ulysse. Il faut savoir que l'Ulysse, comment est-ce qu'on est orienté en Ulysse? C'est suite, tout simplement, à un cheminement de la part des parents, à qui je conseille d'aller à la rencontre finalement, parler évidemment à l'équipe éducative qui s'occupe déjà de votre enfant, mais aussi aller à l'encontre des établissements qui ont une Ulysse, rencontrer la direction, enfin la directrice ou la personne qui coordonne, il y a différentes façons d'organiser une Ulysse. Donc, dans mon école, par exemple, ça serait un rendez-vous avec notre directrice. Après, il y a une rencontre avec la coordinatrice et on invite l'enfant à faire un stage d'intégration pour voir si on peut vraiment répondre aux besoins de l'enfant. Parce que c'est toujours ça la question. On a des choses à offrir, mais est-ce que ça correspond aux besoins de votre enfant? Ça, c'est vraiment primordial. Ça, c'est une chose en parallèle. N'ayez pas peur des distances, parce que les enfants adorent avoir leur taxi. Donc, ils ont des taxis. Moi, c'est les enfants qui viennent en taxi, ce sont les rois du monde. Donc, ils font l'envie des autres, enfin bref. Et puis, c'est aussi un temps de décompression. Donc ça, les distances, je pense que ça ne devrait pas être un critère, à moins que ça soit 2 heures de route. Évidemment, ça, c'est pas quelque chose d'envisageable. La deuxième chose, évidemment, c'est que de votre côté, il va falloir organiser, enfin, il y aura une ESS d'organiser par l'école
où est votre enfant à ce moment-là, sachant qu'une Ulysse École accueille des enfants qui ont entre 6 et 11-12 ans. Donc c'est du CP au CM2. Cette ESS qui est coordonnée par l'enseignant référent, il faut qu'elle accepte, dans le cadre inscrit dans le GEVASCO, une orientation en Ulysse. En général, c'est le cas parce que vous allez amener des évaluations, Alors ça, c'est tellement spécifique aux enfants, je préfère pas vous donner de détails. Mais il y aura une orientation qui sera notée dans le GEVASCO et qui sera donc transmise à la NDPH. Et à ma connaissance, il n'y a jamais eu de demande d'orientation en Ulysse qui a été refusée. Mais je suis sûre que c'est possible, tout est possible dans le monde du handicap. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Est-ce que j'ai... voilà, analyser les besoins, constituer le dossier auprès de la MDPH, demander une orientation en Ulysse, aller à la rencontre des écoles, sur un stage des deux. Voilà. Et ça, ce sont juste pour vous montrer, pour être parlant, les enfants qu'on accueille ont parfois vraiment souffert d'avoir de leurs différences. Ça, c'est un enfant qu'on a accueilli l'année dernière, et je lui ai demandé de se dessiner pour qu'il se présente. Et ça, c'est cette année. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Merci. C'est pour vous montrer que, pour moi, ça parle. Ça résume vraiment la chose. C'est qu'on a un enfant qui voit la vie en couleur. Et j'avais demandé à un autre enfant qui me dise qui était arrivé en étant phobique par rapport à l'école, et puis qui avait fait vraiment une intégration en douceur. Je lui avais dit, maintenant, qu'est-ce que tu penses de l'école? J'aimerais savoir ce que tu ressens. Et il m'a répondu, l'école, c'est ma vie. Et en vous disant, je suis touchée parce que je suis émue, parce que c'est ce qu'on veut. Et c'est comme ça qu'on les amène à l'autonomie et aux apprentissages. Il faut que l'enfant soit bien. Et ils ont besoin de ces temps de regroupement pour pouvoir justement aller vers les autres, et les autres vont vers eux. Donc soyez rassurés, dans une Ulysse, on ne parque pas les enfants, ça n'est pas une clisse, chose qu'il était. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci Sylvie, je vous reprends cet objet. Merci pour ce travail. Alors, je regarde en même temps le live Facebook, donc je salue à nouveau les personnes qui sont connectées, qui nous regardent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir également en direct pour ceux qui nous regardent sur Facebook. Notre nouvelle invitée, Gaëtane Bavrez, vous êtes coordinatrice pédagogique spécialisée, Collège Fénelon, Sainte-Marie. La parole vous est donnée, bienvenue. Alors bonjour à tous, effectivement Gaëtane Bavrez, je travaille au Collège Fénelon Sainte-Marie. Alors je coordonne les 2 dispositifs Ulysse de l'établissement, et en plus je m'occupe de l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers qui sont en classe ordinaire et qui bénéficient d'aménagement de scolarité par des PAP ou des PPS avec accompagnement par une AESH en classe ordinaire. Donc on est une jeune Ulysse à Fénelon, puisqu'on a ouvert en 2019 une première Ulysse. Nous en avons ouvert une deuxième en 2021. Voilà. Donc, ce qui nous permet d'avoir maintenant 15 élèves. On a 10 filles et 5 garçons. On accueille des élèves qui ont des troubles des fonctions cognitives avec déficience intellectuelle. On a pu, maintenant qu'on a ces 2 dispositifs, accueillir dans le premier les élèves qui sont inscrits en classe de rattachement de 6e et 5e. Et dans le deuxième dispositif, on a les élèves qui sont inscrits en classe de rattachement de 4e et 3e. Ça nous permet de travailler de manière très différente, parce qu'en 6e et 5e, ils arrivent, ils sont encore petits, ils ont encore besoin d'être chouchoutés. On a besoin de renforcer tout ce qui va être de l'ordre des apprentissages scolaires, la lecture, l'écriture, un petit peu de maths, etc. En 4e, 3e, on commence déjà à penser à la suite. On a des ados avec toutes les problématiques que ça peut induire, et du coup, on fonctionne de manière un petit peu différente. Les élèves, ils ont 21 heures de cours par semaine. Ils sont accueillis le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Ils ne viennent pas le mercredi, parce que ça leur permet un petit temps de pause. Ça permet aussi la mise en place des prises en charge, et elles sont nombreuses.
Voilà. On a une organisation un petit peu particulière à Fénelon parce qu'en fait, on a 2 enseignants à mi-temps dans chaque dispositif. Donc, ils sont des enseignants de classe ordinaire qui interviennent à mi-temps en Ulysse et qui, sur leur autre mi-temps, ont gardé leur enseignement dans leur matière d'origine. Pour vous donner un exemple, voilà, on a un professeur de SVT qui est 12 heures professeur en Ulysse et qui est sur son autre mi-temps prof de SVT en spé terminale, en 4e. Voilà. On a le même fonctionnement avec une prof de physique, prof d'art plastique et prof de lettres. Alors, ça nous offre des choses assez intéressantes en termes d'inclusion. C'est-à-dire que ça facilite quand même le travail avec les enseignants d'inclusion. Et je rebondirai sur ce que Madame Mirande a dit tout à l'heure, à savoir qu'elle a parlé du geste professionnel inclusif. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qu'on essaye de développer à Fénelon. On a maintenant 24 enseignants des classes ordinaires qui accueillent dans leur classe des élèves des dispositifs Ulysse. On a donc dans chaque dispositif une AESH qui est là 36 heures par semaine, qui est fidèle. Elles sont fidèles toutes les deux, parce qu'elles sont là depuis le début. On propose depuis cette année une étude dirigée de 16h à 17h le soir. Voilà, et puis après, il y a mon travail d'essayer de coordonner tout ça, d'entretenir une relation vraiment de confiance avec les familles, de travailler avec les CESAD, les équipes médicales, les enseignants. Voilà, parce que je suis, comme ma collègue l'a dit tout à l'heure, aussi personne ressource dans l'établissement. Voilà, on accueille aussi des stagiaires qui sont nombreuses à s'intéresser à ce champ du handicap. Et je trouve que c'est merveilleux parce qu'elles apportent un regard extrêmement intéressant. Et puis, on a un élève qui est accompagné à plein temps par une AESH individuelle et une élève qui est accompagnée sur certains temps par un CESAD. Et on a beaucoup de prises en charge médicales qui ont lieu au collège, en ergothérapie, psychothérapie, orthophonie. Voilà. Donc on ouvre le collège pendant la pause méridienne aux praticiens de santé qui peuvent donc prendre en charge nos élèves, ce qui leur permet d'avoir des journées qui se terminent en même temps que les heures de cours et qui leur permettent ensuite de rentrer à la maison et de pouvoir se reposer un petit peu ou faire leurs devoirs et pas forcément repartir à droite, à gauche pour un certain nombre de prises en charge. Alors, vous allez peut-être me demander comment on entre à l'Ulysse Collège, en Ulysse Collège. Eh ben, en fait, c'est un cheminement. Sylvie vous l'a expliqué comment ça se passe au primaire. Il y a beaucoup de travail qui est fait au primaire par les équipes éducatives. Il y a tout un questionnement, tout un cheminement qui est fait. Et nous, quand les enfants arrivent au collège, soit ils viennent déjà d'Ulysse école, soit c'est à la suite de l'ESS, cette fameuse réunion institutionnelle entre les parents, l'enseignante référente, les praticiens de santé, les enseignants, qui va dire peut-être que pour cet élève, la question de l'Ulysse se pose. Donc nous, on a les 2 cas de figure, des élèves qui sont déjà en Ulysse ou des élèves pour lesquels ça va être une première entrée en Ulysse. Alors ça se passe bien. Comme toute nouvelle étape, c'est un changement, évidemment, mais ils en ont déjà vécu, vos enfants, des changements. Ils sont passés de la maison à l'accueil en structure collective, les crèches, l'école. J'ai envie de dire, ça continue. Voilà, simplement, c'est le collège. Alors nous, on a la particularité, c'est qu'on a un énorme établissement avec des classes préparatoires, des BTS, des maternelles, des collégiens, des lycéens, et que vos enfants vont être accueillis au collège de Fénelon avec tout ce petit monde. Voilà. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse effectivement vous rencontrer parce que vous êtes les premiers experts de vos enfants et que nous avons besoin de vous pour pouvoir accueillir correctement vos enfants, leur proposer les meilleures solutions possibles. C'est en vous écoutant, c'est en dialoguant lors des rendez-vous d'inscription, on reçoit absolument toutes les familles, qu'on va pouvoir arriver à voir avec vous comment on va pouvoir organiser la suite de la scolarisation de votre enfant. Les ESS sont bien sûr essentielles parce qu'elles sont quand même un lieu d'écoute, un lieu de débat, un lieu de proposition. Et elles sont vraiment fondamentales pour évaluer
les besoins de l'enfant et déterminer quelle va être la structure la plus adaptée. Chaque enfant est différent, mais ça c'est pareil qu'on soit en classe ordinaire ou en Ulysse. Et je pense qu'il appartient à, moi je suis maman aussi, enfin grand-mère même maintenant, à chacun d'entre nous en tant que parent de s'interroger vraiment sur qui est mon enfant, qu'est-ce que je vais lui proposer et qu'est-ce qui va lui permettre de trouver ce qui va lui permettre d'être en harmonie avec son environnement, le monde qui l'entoure. Comme au primaire, on a des petits stages d'observation. Donc on accueille les élèves le mercredi matin quand nos élèves du lycée ne sont pas là, ce qui nous permet de leur offrir un cadre un petit peu plus calme, posé, où on va pouvoir voir un petit peu où ils en sont des acquis scolaires en termes d'écriture, de lecture, de mathématiques. Et puis ensuite, ils vont retrouver tous leurs camarades ou futurs camarades. Et là, ils sont plongés dans le grand bain parce qu'ils vont se retrouver dans la cour avec les 1500 autres. Ils vont à la cantine, voilà. Et ils vont vivre des journées, des futures journées de collégiens. C'est très important pour nous d'avoir ces temps d'observation parce qu'on va accepter à Fénelon des élèves, on ne va pas regarder leur niveau scolaire. Enfin, on ne regarde pas que ça. Bien sûr, on regarde où ils en sont. Mais on va regarder aussi beaucoup de choses en termes d'autonomie, de comment ça va pouvoir fonctionner avec le reste du groupe. Voilà. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qu'on va observer aussi en dehors de tout niveau scolaire. Et ça, c'est vraiment, vraiment important pour nous. Alors, une fois qu'on est arrivé, je vais vous parler de la vie en Ulysse. Alors, elle se passe bien, elle est gaie. Voilà. On a des équipes qui sont vraiment motivées, engagées. On a, comme beaucoup d'autres établissements, une question qui est toujours importante, qui est comment on va évaluer les enfants. On évalue tous les élèves, donc comment on va évaluer nos enfants. Alors à Fénelon, on a fait le choix de ne pas mettre de notes. Donc on a une évaluation quotidienne, vraiment. C'est-à-dire que ce sont souvent des enfants qui progressent par palier. Donc une semaine, ça va être formidable. La semaine d'après, on ne sait pas pourquoi, ça va aller moins bien. Donc si on faisait des évaluations ponctuelles comme ça, ça serait compliqué après pour nous. Tandis que là, c'est vraiment sur toute l'année. On se remet en question sans arrêt et on observe ça. Et on a un conseil de classe, en même temps que les conseils de classe des élèves des classes ordinaires, un conseil de classe par trimestre, où on a les enseignants du dispositif, on a les enseignants d'inclusion, qui viennent et on a un conseil de classe comme n'importe quel conseil de classe. Voilà, donc les journées sont rythmées avec, on alterne entre des temps d'enseignement en dispositif Ulysse, voilà, avec des enseignements adaptés. On propose aussi beaucoup d'activités pédagogiques qui vont être ancrées dans la vie quotidienne. Alors on part, on va faire les courses, on ramène son ticket, on part avec de l'argent. On va ensuite faire beaucoup de cuisine parce qu'on a une cuisine pédagogique dans chacun des deux dispositifs. Voilà. Et puis il y a évidemment tous les temps d'inclusion. Donc nos élèves, ils sont tous inclus en arts plastiques, éducation musicale, EPS. Pour la plupart d'entre eux, en sciences expérimentales, SVT ou physique-chimie en labo. Et puis après, comme on a des élèves bilingues, ils vont aller en anglais, par exemple. On a des élèves qui vont participer à des projets par moment. On va travailler sur un thème en histoire-géographie. Donc, on va proposer un projet aux élèves du lycée en techno. Voilà, on a décidé d'avoir des inclusions souples et ciblées. On ne fait pas de l'inclusion pour l'inclusion parce qu'on veut que nos enfants soient en réussite quand ils vont en inclusion. Donc on étudie ça quand même d'assez près, avec évidemment un travail collaboratif avec les enseignants qui est énorme. Des enseignants d'inclusion, comme nos enseignants en dispositif Ulysse. Je vous ai dit qu'on avait à peu près 24 enseignants maintenant dans toutes les matières. Français, histoire géo, techno, SVT, enfin voilà. Donc on réfléchit tous comme ça et on travaille avec eux en amont les inclusions, c'est-à-dire quel est le contenu du cours qui va être dispensé pour qu'en Ulysse, nous, on puisse commencer à l'aborder, le préparer. Ensuite, l'élève va être accompagné en inclusion. Quand il est en 6e, 5e, ils sont accompagnés par l'AESH en inclusion. L'objectif, je vous rappelle, c'est l'autonomie. Donc en 4e, 3e, ils se débrouillent tout seuls. Ils y vont tout seuls en inclusion. Donc il y a un travail en amont avec les enseignants d'inclusion pour l'adaptation du cours. Ensuite, ça va être repris derrière en Ulysse.
Et puis, ça va être évalué en collaboration entre les enseignants. Et on a eu des journées pédagogiques au cours desquelles on a mis en point en fait, des grilles de compétences transversales. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand les enfants partent en inclusion au début de l'année, les enseignants reçoivent un profil de l'élève. Je décris un petit peu ses points forts, ses difficultés. Et ensuite, on a bâti une grille de compétences transversales où, oui, on va évaluer un contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va transmettre du contenu du cours, mais on va aussi évaluer tout un tas de compétences qui ont toutes trait à l'autonomie. Est-ce que l'élève que j'accueille est parti de son dispositif Ulysse avec le bon matériel, le bon cahier, la blouse, s'il doit aller en SVT ou en physique-chimie? Est-ce qu'il ne s'est pas perdu dans l'établissement? On est immense, hein, donc quelquefois il faut traverser toute la cour, changer de bâtiment, remonter au 4e, enfin voilà. Est-ce qu'il est arrivé à l'heure? Est-ce qu'il a été capable de rentrer en classe sans que ça soit compliqué? Est-ce qu'il a trouvé sa place facilement? Est-ce qu'il a retrouvé son binôme de la semaine d'avant? Est-ce qu'il avait les cours? Est-ce qu'il a fait le travail demandé? Voilà, c'est tout ce genre de compétences-là qui vont être évaluées. Et ça, c'est des choses qu'on a mis au point en journée pédagogique et en travail collaboratif. Le geste professionnel inclusif, voilà, avec nos enseignants. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui permet, une fois de plus, que nos élèves en inclusion soient en réussite. Voilà. Et on s'autorise, quand on sent que l'élève est fatigué, quand il est un petit peu en perte de vitesse, quand on arrive à ces fameux paliers où on met un peu de temps à les passer, de se dire, eh ben, écoutez, là, on va s'arrêter pendant 2-3 semaines, on va reprendre notre souffle, et quand on va sentir que l'enfant est prêt à redémarrer, eh ben, il va redémarrer. Parce que l'idée, c'est qu'il soit en réussite. Voilà. Alors, la vie, elle se poursuit avec des temps communs aux deux Ulysses, évidemment. Hein. Ils sont chacun dans un dispositif, mais ils sont tout le temps ensemble. Ils sont tout le temps ensemble à faire des tas de projets. On travaille en partenariat avec le musée du Louvre, qui intervient dans l'établissement, autour de projets évidemment artistiques, en lien avec les thèmes qu'on étudie. Et puis ensuite, on a des visites qui sont proposées pour nos élèves. On a les sorties de fin d'année. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, une pastorale hein, qui est très active. On a une élève là, qui est en 3e Ulysse qui rentre d'une semaine de pèlerinage à Rome. L'année prochaine, ils seront 5 à partir. Voilà. On a un énorme travail qui est fait par les AESH. Elles accompagnent en inclusion, elles accompagnent dans les apprentissages, elles ont des temps d'animation avec les élèves, elles pilotent l'étude dirigée. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, nos élèves, ils sont au cœur de l'établissement, donc ils ont tous les temps de ce qu'on appelle la vie scolaire. Donc, c'est la cantine, la cour de récréation, j'en sais rien, toutes les activités qui se passent en dehors des salles de classe. Et nos élèves ont les récréations aux mêmes heures que les autres, vont à la cantine avec les autres, font la queue comme tout le monde. Enfin, je veux dire, voilà. Ils vivent vraiment au rythme de l'établissement. Et on a quelque chose d'assez sympa aussi à Fénelon, c'est qu'on a tous nos élèves de lycée qui ont des temps d'engagement de solidarité, donc qui interviennent dans les dispositifs Ulysse, justement, pour accompagner les AESH dans l'étude dirigée. Donc, on a des élèves de seconde, première, terminale qui, 3 fois par semaine, viennent faire travailler les élèves d'Ulysse pour faire leurs devoirs, parce que les devoirs, ça peut être des temps qui sont un peu conflictuels. Et quand ça se fait pas avec maman ou papa, mais avec un lycéen, et ben ça se passe très, très, très bien. Voilà. Voilà, donc je pense que j'ai un petit peu balayé la façon dont ça se déroule chez nous en Ulysse. Alors après, il faut penser à la suite. Qu'est-ce qui va se passer après le collège, après l'Ulysse collège? Alors, on y pense très très tôt. Dès que les enfants arrivent en 6e, je l'évoque avec vous, les parents. Je le rappelle en 5e, on le travaille en 4e et on le définit, on le finalise en 3e. Voilà, parce que plus on va travailler l'orientation de votre enfant, de l'élève tôt, et mieux ça va se passer, et plus ça sera facile. Donc on demande beaucoup de boulot à nos élèves pour préparer leur orientation à partir de la 4e et de la 3e. Ils travaillent ça à travers un passeport orientation dans lequel ils vont apprendre à se connaître pour pouvoir ensuite établir un CV, une lettre de motivation. C'est-à-dire je ne peux pas faire ça tant que je ne me connais pas.
Voilà. Comprendre qui je suis, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, quels sont mes points d'appui, quelles sont mes difficultés, qu'il ne faut pas nier, mais qu'il va falloir travailler. Ensuite, on a des temps de recherche, c'est-à-dire qu'on va aller dans les salons, on va se renseigner sur les métiers. Et puis, on fait des stages à partir de la 4e, tous. Dans l'établissement, parce qu'on est une grosse structure, donc ils vont à la cantine, ils vont au CDI, ils vont dans nos implantations primaires, ils vont à l'atelier. En ce moment, j'en ai un qui fait un stage électricité avec l'un de nos responsables du service électricité à Fénelon. Voilà, ils doivent me faire des magnifiques tableaux de restitution qu'ils doivent me rendre tous les soirs. Qu'est-ce que tu as fait, tu as aimé, qu'est-ce qui a été difficile, pas difficile. Et puis en 3e, ils commencent à sortir. Donc là, on a des élèves qui sont allés chez Nestlé, par exemple. On a des élèves qui font des stages en dehors de l'établissement. On a une élève qui va partir au centre Pompidou pour une semaine, voilà, voir comment on crée un journal au centre Pompidou. Là, il va falloir qu'ils me fassent un rapport de stage qui va me servir de base pour leur faire passer l'oral du certificat de formation générale pour ceux qui pourront le passer et qui seront inscrits. Donc ça devient très sérieux parce que du coup on travaille sur l'ordinateur, on présente ça correctement. Voilà, c'est très très formateur et ça permet de révéler des tas de compétences qu'ils ont. L'école, c'est souvent douloureux, ça a été douloureux, ça reste douloureux pour certains d'entre eux. Et les stages, c'est vraiment un révélateur de compétences énormes. Et on les voit revenir avec des sourires jusqu'aux oreilles et c'est vraiment formidable. Voilà. Donc eux, ils travaillent beaucoup sur leur passeport orientation, mais vous aussi, il faut que vous travailliez beaucoup sur l'orientation parce que je vous demande, moi, de les accompagner dans la découverte d'eux-mêmes. Je vous demande de les accompagner dans des salons. J'ai une jeune fille là, qui est partie une journée avec ses parents pour un salon sur les métiers justement de l'accompagnement à la personne. Voilà, je vous demande de m'aider dans la recherche des stages et je vous demande de m'aider aussi à travailler leur acquisition de l'autonomie et notamment l'autonomie dans les transports. Et c'est très très bien de pouvoir faire des stages, mais si on n'est pas autonome dans les transports pour se rendre sur les lieux de stage, ça devient compliqué. Donc les parents qui commencent à prendre le métro avec leurs enfants, qui les suivent un petit peu dans la rue, etc., c'est formidable et c'est quelque chose que je vous demande. Et c'est quelque chose qu'on travaille en partenariat avec les CESAD. Et c'est une grande victoire quand on arrive à avoir des élèves qui deviennent de plus en plus autonomes. Et puis je vous demande de vous interroger. Qu'est-ce qui va être le plus important? Comme vous connaissez votre enfant, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes les premiers experts. C'est important de savoir s'il va pouvoir poursuivre en Ulysse lycée, en Ulysse pro. Est-ce que c'est vraiment la structure adaptée? Est-ce que ça va lui permettre de s'épanouir? Ou est-ce qu'il va falloir trouver quelque chose peut-être de plus adapté? On en reparlera, j'imagine, après avec le lycée. Nous, on a des élèves qui vont être dans les deux cas, qui vont poursuivre en Ulysse lycée. On en a un qui est parti, là, à Sainte-Thérèse. Voilà, on en a 2 autres qui vont quitter Fénelon cette année pour aller au lycée. Il y en a d'autres pour lesquels ça ne sera peut-être pas le lycée, mais de toute façon, ça sera bien parce que ça lui conviendra. Voilà, et que ça aura été travaillé avec vous. Et puis, oui, donc tout ça, c'est le travail que j'essaye d'animer. Je m'occupe de cette heure d'accompagnement à l'orientation avec les élèves. Donc, il y a 1 heure dédiée par semaine. On travaille donc ce passeport, on travaille le CV, on travaille la lettre de motivation, on cherche les stages, on apprend à se présenter, on prépare le CFG avec les élèves qui peuvent. Et puis j'essaye de travailler avec des établissements partenaires en aval, en amont, avec évidemment le diocèse, avec vous les parents. Parce que je crois qu'avec le petit recul qu'on a maintenant, on s'est rendu compte que c'était important d'être ouvert. Donc à Fénelon, on souhaite vraiment être ouvert. C'est pour ça qu'on est au cœur de l'établissement, que les enfants sont sur tous les temps de vie scolaire avec tous les autres enfants qui vont en inclusion le plus possible, tout en s'assurant qu'ils sont bien en réussite. Parce que je pense que le collège, c'est très important d'aller vers cette quête de l'autonomie, c'est-à-dire gagner chaque jour un peu plus en autonomie. Et ce qu'on a appris, je pense, avec ces 4 années maintenant de recul, c'est que le travail en équipe, il est fondamental. Il est essentiel et on n'y arrive pas si on ne travaille pas en équipe. Quand je dis l'équipe, c'est évidemment les équipes éducatives. C'est vous, les parents, au premier chef, pour travailler en confiance, dans la transparence.
C'est évidemment avec les partenaires de santé, tous les praticiens de santé qui accompagnent vos enfants. Et c'est grâce à ce travail en équipe qu'on y arrive. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on a appris, c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Et c'est ce qu'on a envie de proposer à Fénelon-Sainte-Marie. Voilà, je vous remercie. Merci Gaëtane. Vos 22 minutes étaient très riches. Isabelle Lejeune est avec nous également, coordinatrice Ulysse, lycée, collège Stanislas. Bienvenue, vous allez apporter vous aussi des compléments à tout ce que nous venons d'entendre jusque-là. C'est à vous. Alors, bonjour. Donc, le mot complément est très intéressant parce qu'effectivement, je passe en 4e position et il y a déjà énormément de choses qui ont été dites. Donc, quelque part, je suis un peu dans une suite logique d'une sorte de parcours. Mais justement, je voulais faire une petite introduction par rapport à tout ce qu'ont dit mes collègues parce que je trouve qu'on a la chance dans l'enseignement catholique de ne pas véritablement s'inscrire dans un parcours avec de l'inclusion à tout prix parce que la loi de 2005 nous le demande, mais d'être dans une recherche de sur-mesure pour justement, alors je reprends encore l'expression de Florence, de développer ce geste professionnel inclusif. Et ce qu'a dit Gaëtane aussi, c'est d'être en lien. Et ça, c'est vraiment ce qui fait l'originalité des différents dispositifs Ulysse de l'enseignement catholique, que ce soit l'Ulysse école, l'Ulysse collège ou l'Ulysse lycée. Parce que c'est vrai que je vais parler un petit peu comme une vieille, mais j'ai eu l'occasion d'être coordinatrice en Ulysse école, puis en Ulysse collège, puis en Ulysse lycée, et aussi être enseignante en classe primaire. Et c'est vrai, c'est ce qui fait vraiment notre spécificité dans l'enseignement catholique, c'est qu'il y a énormément de dispositifs, mais en fait, chaque dispositif a son originalité pour essayer de répondre au mieux aux besoins de votre enfant. C'est vrai que, alors que dans l'enseignement public, les jeunes vont dans l'Ulysse, qui sera plutôt la plus proche de chez eux, avec une inclusion en classe ordinaire qui sera très forte. Dans l'enseignement privé, les parents et les jeunes qui nous arrivent, en règle générale, ils viennent taper à notre porte parce que ils auront envie de l'originalité et de l'accompagnement et de l'inclusion qui sera pratiquée au sein de l'école. Et ça, je crois qu'avant de parler de l'Ulysse lycée de Stanislas, c'est important de le dire parce que ce qui sera construit dans chaque école, même si évidemment on répond à un parcours scolaire, on répond à une organisation prévue par la loi, prévue par l'éducation nationale, et bien malgré tout, il y a la liberté pédagogique de chaque établissement et ce lien-là, aussi avec les parents et avec l'élève, il est vraiment à prendre en compte et à considérer par rapport à ce que vous avez envie de construire pour votre enfant. Voilà. Donc, quand vous arrivez en Ulysse lycée, il a déjà fait un sacré bout de chemin, votre jeune. Il a peut-être fait un chemin qui est que un chemin d'Ulysse, ou alors il a peut-être fait un chemin qui est milieu ordinaire encore plus classique, c'est-à-dire classe ordinaire, avec un accompagnement à ESH ou pas, ou alors il peut même peut-être avoir été en IME un temps, et puis après être passé en Ulysse collège ou en Ulysse lycée. Il peut même avoir eu un parcours en hôpital de jour avec un mi-temps. Enfin, voilà. Et donc, en tout cas, quand il arrive en Ulysse lycée, il a fait un sacré bout de chemin. Et quand on arrive en Ulysse lycée, on se prépare vers la sortie. Alors qu'en réalité, il est quand même très jeune, puisque pour le coup, en Ulysse lycée, ça c'est le cas partout, public, privé, on a l'âge du lycée. Donc ils ont, grosso modo, en fonction de leur date de naissance, ils ont 15 ans. Et 15 ans, c'est quand même très très jeune, surtout quand on est en situation de handicap, pour parler de la sortie, comme je dis, c'est-à-dire aller vers une orientation professionnelle. Surtout que quand on a une fragilité, en général, on a une maturité aussi qui est en deçà de la normale. Voilà. Donc ça, c'était ma petite introduction par rapport à tout ce qu'ont dit mes collègues pour justement, je pense, justifier encore plus votre présence ici, parce que dans l'enseignement catholique, on peut choisir vraiment son orientation et l'accompagnement que l'on veut
donner à notre jeune. Alors évidemment, il y a le critère du trajet, mais effectivement, quand ils sont petits, il y a la chance de pouvoir bénéficier des taxis. Mais voilà, en tout cas, ça permet une liberté de choix. Voilà. Donc, l'Ulysse Lycée de Stanislas existe depuis une petite dizaine d'années. Est arrivé avec moi, si je puis dire. Mais avant, en Ulysse Lycée à Stanislas, il y a 2 Ulysse Collèges qui ont un petit peu les caractéristiques des Ulysse Collèges finalement de Fénelon. Puisque c'est des Ulysses qui sont pour des troubles des fonctions cognitives, avec pareil 6e, 5e et 4e, 3e, avec également des inclusions, et des inclusions qui sont faites en fonction vraiment des besoins de chaque jeune, et des besoins qui peuvent être très différents. Donc il y en a certains qui sont énormément au sein du dispositif, parce que l'inclusion n'est pas forcément adaptée. Ils ont vraiment besoin de se construire à leur rythme, et les mettre tout le temps en inclusion serait plus anxiogène qu'autre chose, et en tout cas inutile. Et d'autres qui au contraire sont plus en inclusion. Donc voilà, donc quand ils arrivent en Ulysse Lycée à Stanislas, bien souvent ils viennent quand même de l'Ulysse Collège, parce que ça nous paraît quand même assez naturel, je dirais presque plus aimable, ou plus cordial, plus agréable, de privilégier ceux qui viennent de l'Ulysse Collège pour ensuite aller dans notre Ulysse Lycée. Mais malgré tout, vous allez voir, je vais présenter l'Ulysse Lycée. Il se peut que le projet que l'on propose, même s'il est individualisé pour chaque jeune, ne corresponde pas au projet de vie souhaité par la famille et souhaité par le jeune. Donc il peut y avoir en Ulysse Lycée à Stanislas des recrutements qui se font en dehors de notre Ulysse Collège à nous. Voilà. Donc, les jeunes qui sont en Ulysse Lycée à Stanislas sont des jeunes qui ont des troubles cognitifs, bien souvent quand même avec une déficience intellectuelle. Il peut y avoir aussi des jeunes, malgré tout, qui ont des troubles du langage. Et maintenant, on parle beaucoup des multidys, et notamment des troubles des fonctions exécutives. Et puis, des jeunes qui ont aussi des troubles autistiques. Donc, vous voyez, c'est quand même assez large. Et la spécificité, je dirais presque qu'il y a une spécificité vraiment de Stan, c'est que l'Ulysse Lycée de Stanislas est dans un lycée d'enseignement général. Alors que toutes les autres Ulysse Lycées, aussi bien d'ailleurs, je pense, publics que privés, du moins à Paris, et peut-être même en France, en règle générale, donc à 90%, donc je suis fais peut-être partie des 10% restants, sont dans un établissement où il y a une partie pro, c'est-à-dire des CAP, des bacs pro. À Stanislas, qui est à quelques rues d'ici, il y a uniquement un lycée d'enseignement général. Alors là, vous devez vous dire, attendez, elle nous a parlé d'inclusion, nanana, nanana, lycée d'enseignement général, elle nous a aussi parlé de jeunes avec des troubles des fonctions cognitives, avec des déficiences intellectuelles. Comment on fait? Donc il y a notamment beaucoup de jeunes atteints de trisomie au sein de notre lycée. Comment font-ils pour être inclus en SVT, en histoire géo, à Stan, en seconde, en première ou en terminale, si on veut, comme je vous le dis, avoir une inclusion vraiment réussie. Bon. Eh bien, effectivement, ce n'est pas là que nous mettons notre inclusion, parce que ça ne correspond pas aux besoins de nos jeunes. Et vraiment, la spécificité, comme d'ailleurs mes collègues l'ont dit, c'est l'inclusion, c'est répondre aux besoins, d'observer les freins et les leviers, et ensuite de construire avec eux et avec la famille et avec les partenaires de soins et autres partenaires qu'il peut y avoir, un projet qui va leur permettre d'être bien, d'être heureux et d'être en confiance dans le monde dans lequel on vit. On ne va pas pouvoir gommer leur fragilité. Ce n'est pas parce qu'ils vont être en milieu ordinaire que le handicap il va s'envoler. Mais ce qui compte, c'est qu'ils soient capables de vivre avec, d'être le mieux adapté possible et d'être aussi une personne à part entière dans la société dans laquelle nous vivons.
Donc ça, vous imaginez que ça demande un certain travail, ça demande un gros travail de coordination, un gros travail de communication aussi, pour essayer d'ouvrir des portes et de faire entendre aussi finalement la voix de nos élèves. Donc, en Ulysse Lycée à Stanislas, l'inclusion se fait énormément avec des partenariats, notamment au sein d'entreprises, puisque en général, il reste jusqu'à 3 ans. C'est de 1 an à 3 ans, en fonction des besoins de chaque élève. Et ils font au moins 3 stages d'1 mois en entreprise. Donc, pour ces stages, on travaille déjà en amont, beaucoup avec le jeune, sur ce que disait ma collègue Gaëtane, sur réfléchir à quel va être ton projet professionnel. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu es capable? De quoi tu as envie? Et quel va être, par rapport à un principe de réalité qui est ce que nous offre le marché du travail, ce que nous offre la possibilité d'accueillir des personnes en situation de handicap dans certains métiers et moins dans d'autres, et ben, comment il va pouvoir s'inscrire, notre jeune, lui, dans tout cela. Donc, ces stages, on les construit comme ça, on développe un maximum de partenariats et ensuite, on les accompagne au sein de ces stages. Alors, je ne parle pas de moi à la 3e personne, ne vous inquiétez pas, je dis « on » parce qu'effectivement, nous sommes 2. Donc, il y a moi qui suis coordinatrice Ulysse, enseignante, et je travaille avec une collègue, Mathilde Basquiat, qui est éducatrice spécialisée et qui assure vraiment pendant ces stages sur le terrain toute cette partie justement je dirais de maintien dans l'emploi, d'emploi accompagné, qui fait que cette vie et ce travail en milieu ordinaire va pouvoir se faire. Et que ce n'est pas parce qu'on est stagiaire et peut-être un jour, parce que c'est vraiment notre objectif et notre finalité, être salarié dans une entreprise, que notre handicap il va s'envoler. Donc comment on va pouvoir construire, comment on va pouvoir adapter, comment on va aider notre jeune à être fiable et efficace et répondre vraiment à des compétences au sein de l'entreprise. Donc, comment on va travailler tout ça au quotidien et sensibiliser les équipes pour que ça puisse se construire de manière durable. Donc, pour ça, nous sommes 2 et nous avons 2 regards, donc celui de l'éducatrice spécialisée et celui de l'enseignante spécialisée, parce que moi aussi, je me déplace sur les stages. Et comme ça, ça me permet d'ajuster ma pédagogie et mon travail sur aussi ce que disait déjà ma collègue d'ailleurs Sylvie pour les plus petits, c'est d'avoir vraiment une pédagogie qui, pour les maths, pour le français, répondent au mieux à leurs besoins et à ce qui leur sera utile plus tard et ce qui leur permettra au mieux de transférer les compétences dans leur quotidien. Donc voilà une des manières de vivre l'inclusion en Ulysse Lycée à Stan, mais on vit quand même aussi l'inclusion au sein de notre établissement parce que nous en faisons complètement partie. Donc si même au lycée, dans les classes ordinaires, on inclut essentiellement en sport, mais on fait aussi des inclusions par projet. Donc par exemple, on travaille sur l'environnement de la vie d'un jeune adolescent, donc c'est tous les phénomènes de société qui peuvent être sur l'écologie, sur la biodiversité, sur l'immigration, toutes ces choses-là, ce sont quand même des thématiques qui sont importantes à connaître, même pour une personne en situation de handicap, sur aussi tous les événements culturels qui peuvent se passer dans leur ville. Et ben, à cette occasion-là, on peut ponctuellement aller partager un cours d'histoire ou un cours de SVT ou une sortie ou un voyage pour qu'il soit davantage au fait des problématiques de notre société. Et pour ça, on a des partenariats avec des professeurs qui sont plus, je dirais, au fait de ce geste professionnel inclusif. Et ces professeurs-là viennent aussi au sein du dispositif pour partager, je dirais, leur savoir de la matière. Et moi, à ce moment-là, j'ai un rôle beaucoup plus
d'observatrice et de spécialiste du handicap en quelque sorte, et en même temps de personne ressource, parce que à cette occasion-là, eh ben, on va aussi permettre progressivement d'ouvrir les portes des classes à des sorties, à des projets, à des voyages et à des inclusions avec d'autres collègues du milieu ordinaire. Donc voilà aussi une des façons de vivre l'inclusion et notre projet de vie en autonomie plus tard pour nos jeunes. Et également, comme vous d'ailleurs, c'est intéressant, on a un pôle qui s'appelle le pôle Ozanam, qui donne aussi l'occasion aux jeunes de classe ordinaire de partager leur temps avec les jeunes des dispositifs Ulysse. Donc il y a des temps de soutien. Et cette année, on va partir, par exemple, donc ça, c'est pas pour le soutien, mais en voyage avec des élèves de classe de première. On va partir au Glénan. Donc partager sur cette idée fédératrice de la voile tout un temps ensemble avec des jeunes de première et des jeunes du dispositif Ulysse pour s'ouvrir aux autres, pour s'ouvrir au monde en général. Donc voilà, donc les jeunes qui sont en Ulysse lycée, ils ne vont pas valider en diplôme comme ceux qui sont en Ulysse, par exemple à Saint-Nicolas, qui est juste à côté, où il y a des CAP, et ils peuvent être inscrits directement dans le CAP, ou comme ceux qui sont à l'Initiative ou à Saint-Jean-de-Montmartre. Donc vous allez dire, mais quel est l'intérêt alors à ce moment-là, si en plus ils sortent de l'Ulysse lycée de Stan et ils n'ont même pas de diplôme? Eh bien si, l'intérêt il est grand, parce que justement, pendant ces 3 années, ils peuvent bâtir et construire progressivement grâce à ces stages, grâce à des partenariats justement avec d'autres écoles, parce qu'on travaille aussi avec Saint-Nicolas, on travaille avec Saint-Jean-de-Montmartre, et on essaye de voir, grâce à des séjours, si je puis dire, sur le terrain, ce qui va progressivement, à la sortie de l'Ulysse, leur convenir le mieux. Voilà. Donc c'est grâce à l'expérimentation, grâce à cette possibilité de se projeter en expérimentant, qu'ils vont pouvoir découvrir ce qui pourra se passer et ce qui leur conviendra le mieux après. Donc votre parcours diplômant ou non diplômant, mais qui se fait après l'Ulysse lycée. Donc voilà l'originalité de l'Ulysse lycée de Stanislas. Merci beaucoup. Merci Isabelle Lejeune. Et nous allons conclure avec Béatrice Lenain. Ce qui est important concernant le choix de Béatrice, vous êtes enseignante, vous allez nous en parler, mais vous êtes aussi maman. Je pense que vous allez nous parler donc de Théophile, âgé de 20 ans, qui a suivi donc un parcours en Ulysse depuis le collège. Béatrice Lenain, c'est à vous, soyez la bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc oui, en effet, je suis institutrice à l'école La Rochefoucauld, en CE1. Et je suis aussi maman de 2 enfants, Adèle, ancienne élève de Sion, et de Théophile, qui est autiste et qui a 20 ans. Avant toute chose, je voulais vous dire, pour que vous compreniez bien mon témoignage, que je suis pour l'inclusion. Je milite pour ça et j'ai toujours été et je le serai toujours. Et par mon témoignage, je voudrais vous montrer que c'est aussi un cheminement. C'est un mot que j'ai retrouvé dans tous les précédents discours, voilà. Voilà, Théophile a toujours adoré l'école, donc on a toujours privilégié l'école. Ne pas aller à l'école pour Théophile, c'était une punition. Donc voilà, il courait pour aller à l'école. Donc ça, c'était déjà un gros point. Théophile a été scolarisé en effet en milieu ordinaire jusqu'en 6e. Il a fait 2 grandes sections, dont une fois pour une grande section en France et une deuxième grande section à l'étranger. Et quand on est revenu, il a été scolarisé dans une école du 15e jusqu'en CM2. Et il était toujours accompagné par une éducatrice qui ne dépendait pas de l'éducation nationale, mais qui était formée en ABA, vu qu'on a appliqué une méthode comportementale où il avait un accompagnement de 30 heures par semaine. Donc c'était une spécificité. Et donc il a fait son cursus jusqu'en CM2.
on était quand même conscient à cette époque-là que Théophile rencontrait des difficultés dans tout ce qui était l'abstraction, résoudre des problèmes, des textes. Il savait lire, hein, il sait lire, compter, écrire, mais dans la complexité et l'abstraction de ce qu'on demande à partir des grandes classes, même du primaire, CM1, CM2, on sentait que ça commençait à devenir difficile. Donc on s'est dit, il faut quand même pas être obsédé par cette classe de 6e, mais commencer à réfléchir. Et donc, même si c'est un petit peu difficile, mais ça j'en parlerai à la fin. Donc en fait, en CM2, il a fait une semaine de stage à l'Ulysse Collège de Stanislas. Mais en fait, on s'est rendu compte au bout d'une semaine que cet établissement n'était pas adapté à ses besoins. Donc, on a fait une autre recherche et nous sommes allés à Saint-Vincent-de-Paul, dans le 13e. Et dans cet établissement, à l'époque, donc en 2014, la responsable qu'on a rencontrée, nous a expliqué qu'eux n'acceptaient pas du tout nos éducateurs. Et ça, pour nous, c'était pas possible du fait de ce qu'on avait mis en place pour lui, et c'était pas possible de retirer les éducateurs. Et c'était très spécifique. Donc, du coup, Théophile a refait un CM2. Qui s'est très, très bien passé. Il était très bien inclus dans cette école. Et puis, il y a eu un changement à Saint-Vincent. Et Théophile a pu faire un stage d'observation d'une semaine dans cet établissement. Tout s'est très bien passé. Ça correspondait à Théophile. Malheureusement, il n'y avait pas de place. Donc, on était vraiment un peu dépité, mais bon. Et du coup, Théophile est entré à un collège a accepté de le prendre, Saint-Joseph, dans le 15e. Et donc, il est rentré en 6e. Il a été super bien accueilli dans cet établissement, mais très vite, on s'est rendu compte que c'était trop compliqué pour lui. Alors, il n'était pas malheureux, pas du tout, mais on voyait bien que c'était difficile. Donc, pour le français, les maths, l'histoire géo, voilà. Et il a découvert l'anglais et il s'est pris de passion pour l'anglais. Il avait un super prof et il est devenu très performant en anglais. Ça peut paraître un peu étrange, mais bon, voilà. Donc du coup, on s'est quand même rendu compte qu'on ne pouvait pas poursuivre comme ça. L'école, le collège acceptait de continuer à le prendre, il n'y avait pas de souci. Mais pour nous, parents, voilà, c'était l'intérêt de Théophile. Donc on a fait un dossier d'inscription à Saint-Vincent-de-Paul en janvier. Et mi-juin, on a appris qu'il y avait une place pour lui. Donc, on était très heureux. Et donc, Théophile a intégré Saint-Vincent-de-Paul en 2016. Et tout ça validé par l'ESS. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, Théophile est allé en 5e, à partir de la 5e, donc en Ulysse Collège. Son emploi du temps était adapté à ses besoins, ses compétences, c'est tout ce qu'on a dit auparavant. Et lui était inclus donc en musique, en dessin, en anglais et en sport. Donc, enfant très sportif, donc il suivait le sport d'inclusion et le sport de l'Ulysse. Et pour les autres matières, il était donc en classe d'Ulysse. Et c'est comme à Fénelon, il y avait une classe 6e, 5e et une autre classe 4e et 3e parce que ça n'est pas les mêmes objectifs, etc. Et durant ces années au collège, Théophile avait ses éducateurs. Et ces éducateurs ont pu mettre en place des ateliers de jeu avec ses camarades bénévoles du collège. Les éducateurs étaient intervenus auprès des élèves de la classe pour leur expliquer le handicap de Théophile et voir comment ils pouvaient s'amuser avec lui, etc. Donc on était vraiment dans un état d'esprit d'inclusion et c'est tout ce qu'on a dit auparavant. Et Théophile était vraiment inclus dans cet établissement. Il a fait des voyages avec sa classe d'inclusion. Il est allé au Puy du Fou 2 jours. En 4e, il a fait un voyage avec sa classe Ulysse à Venise. Et donc voilà, vraiment les jeunes étaient vraiment
aussi les jeunes de classe ordinaire, vraiment l'accueillaient dans toute sa différence, au point que, pour la petite anecdote, un jour, Théophile travaillait avec son éducateur au centre commercial Italie 2. Donc, l'éducateur était dans le centre commercial, Théophile était dans un autre endroit. Et tout d'un coup, il y a des élèves de sa classe qui l'ont vu tout seul. Et ils se sont dit, mon Dieu, il y a un problème. Donc, ils ont pris en charge Théophile, ils ont cherché l'éducateur. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment, avec beaucoup de bienveillance. J'ai trouvé ça vraiment super. Bon, Théophile n'était pas perdu, mais j'ai trouvé que leur attention nous avait beaucoup touchés. Donc, je le précise parce que vraiment, c'est montrer que les enfants sont capables, les jeunes sont capables de faire attention aux enfants différents. Donc, l'avantage de cette classe Ulysse, c'est qu'en effet, chaque jeune évolue à son rythme. Nous avions des réunions régulières avec les enseignants et ça, c'est très important. Et on le fait comme si on le faisait pour un enfant typique, en fait. Donc, ça permet les contacts réguliers avec l'équipe enseignante permettent de voir l'évolution de son enfant et d'envisager l'avenir. Parce que justement, il y a l'avenir à envisager. Et dès la 4e, l'enseignante nous a conseillé de faire les portes ouvertes. C'est toujours ce que je conseille. D'autres établissements pour la suite. Et donc, on a anticipé. Ça, c'est vraiment indispensable. Parce que le passage en lycée, après un collège, n'est pas automatique. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas suivre en lycée. Donc, nous avons visité l'Ulysse lycée de Saint-Nicolas et celle des apprentis d'Auteuil. Les attendus sont différents d'une Ulysse à l'autre. On l'a vu avec Stanislas, avec Saint-Vincent, avec Saint-Nicolas. Et en fait, ces 2 journées portes ouvertes nous ont permis de découvrir l'école, de découvrir les attendus. Voilà. Alors Théophile nous a bien fait comprendre qu'il ne voulait pas aller à Saint-Nicolas. Il s'est allongé par terre. Non, ça n'allait pas du tout. Ça lui convenait pas. Donc on était un peu honteux, mais voilà. Il m'a dit je ne veux pas aller là. Bon, donc voilà. Et donc, en 3e, Théophile a suivi des stages. Et ça, c'est vrai que c'était important. Il a fait un stage dans une cantine d'école, dans une agence de babysitting, afin d'évaluer un petit peu ses centres d'intérêt. Voilà. Donc, fin de 3e, Théophile est rentré en Ulysse lycée, à Saint-Vincent-de-Paul, qui est un établissement où il y a aussi un enseignement général et un enseignement professionnel avec des CAP. Bon, malheureusement, il y a eu le Covid qui nous a vraiment perturbés pendant 1 an et demi, où il n'a pas pu faire de stage. Mais il était inscrit aussi en CAP vente. Je vais boire un coup parce que je commence à avoir un peu... Excusez-moi. Et donc, du coup, il était également inscrit en CAP vente et il suivait des cours d'inclusion. Tout ce qui était alors, sport, anglais, je continue, prévention, santé, environnement, musique, démarche scientifique. Et le reste du temps, il était en Ulysse avec ses camarades. Dans ce lycée, il y avait, dans cette classe Ulysse, il y avait évidemment des stages. Il en a fait plusieurs. Il a fait la cantine du ministère de la Santé, il a fait des stages chez Franprix, etc. Ils ont aussi pu visiter beaucoup d'entreprises, parce que ça, c'est important de les confronter au milieu du travail. Il est même allé à Disney, parce qu'il est passionné de Disney, donc il est même allé à Disney pour découvrir les métiers à Disney, costumes, etc. Il a fait du théâtre, et dans cet Ulysse lycée, ils ont aussi, pour créer du lien entre les jeunes, organisé des soirées théâtre. Donc ils allaient au théâtre le soir, leur professeur venait, ils se retrouvaient entre jeunes. Et Théophile, là aussi, ils font de la cuisine aussi. Tous les vendredis, ils faisaient de la cuisine. Et Théophile a tellement progressé qu'il a pu passer son CFG, le diplôme dont on parlait tout à l'heure, qui valide les connaissances jusqu'en 6e à peu près. On était très fiers parce que pour un enfant autiste avec son profil, c'est compliqué de discuter et d'interagir avec des personnes. Et il a pu passer son oral de CFG. On était très fiers.
Bon, je vous partage la note, il a eu 12 sur 20. Bon, voilà, j'étais très très contente. Voilà, bon, voilà, on peut féliciter Théophile. Et voilà, il est parti aussi à Porto avec sa classe et il a tellement progressé qu'il a pu partir à Porto sans ses éducateurs. Donc tout seul. Donc voilà, très stressé, mais tout s'est très bien passé et voilà, j'étais très heureuse. Après ces 3 années, Théophile ne pouvait pas suivre de CAP. Je pense que pour lui, c'est compliqué. Et ceux qui existent ne lui correspondent pas. Voilà, il y a beaucoup de CAP qui ont été, qui n'existent plus. Il a encore du mal à nous dire ce qu'il veut faire plus tard. Mais une chose est sûre, c'est qu'il nous a dit qu'il ne voulait pas travailler dans la nature. L'herbe, les plantations, c'est pas son truc, parce qu'ils ont découvert ça aussi. Il nous a dit, moi je veux pas, j'aime pas. Bon voilà. Je voulais dire aussi que l'Ulysse n'est pas une porte fermée, parce que Théophile a des camarades qui sont partis, qui ont eu leur CAP, un CAP petite enfance, il y en a un autre qui a eu un CAP vente, et il y en a 2 qui sont partis en bac pro, justement après. Donc voilà, c'est pour montrer en fait que voilà, c'est pas une porte fermée. Théophile aujourd'hui est en passerelle handicap, toujours à Saint-Vincent, qui est un dispositif pour des jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans, de 18 à 25 ans. La condition principale, c'est qu'ils doivent être autonomes. Dans ce dispositif, ils sont 2 jours en stage, lundi et mardi, et 3 jours en cours, où ils développent, où il y a une connaissance de tout l'aspect professionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat, la sécurité sociale, tout ce qu'il aura besoin dans sa vie professionnelle. Il est désormais entièrement autonome et c'est vrai que l'autonomie est très importante dans les transports. Il n'a plus d'éducateur sur le plan scolaire et il a simplement un éducateur qui vient pour les temps de stage pour accompagner, pas pour s'occuper de Théophile, mais pour accompagner l'équipe professionnelle à aider Théophile dans son milieu de travail. Il est actuellement en stage dans un carrefour et il est ravi de ranger la marchandise, je peux vous le dire. Je terminerai mon propos par un aspect psychologique parce que je pense que c'est important. Vous voyez, voilà, Théophile, voilà, il est très heureux et c'est le principal. Je vais être honnête, ça n'est pas facile en tant que maman de se dire que son enfant ne suivra pas un dispositif classique. À 6 ans, on m'a dit que mon enfant ne saurait pas lire. Je ne l'ai pas accepté et je me suis battue pour qu'il sache lire, écrire, compter et c'est ce qu'il sait faire. Donc voilà, j'ai fait ma part. Mais c'est difficile parce qu'on se dit, mon enfant, bah voilà, il aura son bac. Maintenant, presque tout le monde a son bac. Donc c'est signe de réussite malgré tout. Faut être honnête. Ça fait peur quand on est une maman. Et que j'ai beaucoup pleuré. Donc j'ai beaucoup pleuré parce que je savais que voilà, 5e, il serait dans ce dispositif Ulysse. C'est difficile à accepter en tant que maman, encore plus quand on est enseignante. Mais mon ressenti, je voulais vous dire que mon ressenti est toujours passé après l'intérêt de Théophile, parce qu'il fallait se rendre compte qu'à l'évidence, c'était important de donner à Théophile les clés pour qu'il trouve sa voie et réussisse sa vie professionnelle. C'est pas mon ambition qui prévaut, mais son intérêt à lui. Et ça, mon mari et moi-même, on ne l'a pas oublié. Et c'est ce qu'on a fait avec notre fille qui réussit très bien, vu que voilà, elle est en 5e année de sage-femme. Et donc, elle a un parcours brillant. Et ce qu'on a fait avec elle, eh bien, on le fait avec Théophile. Et on se dit que lui, eh bien, il aura son propre parcours. Et on a préféré, voilà. Mais c'était difficile. Mais voilà, et on est très heureux parce que Théophile est plein de joie de vivre, et voilà. Donc, mais c'est important que je vous dise cette difficulté que l'on a eue, et voilà, on est très heureux aujourd'hui de le voir comme ça. Et voilà. nous, on était très heureux de vous accueillir. Merci Béatrice Lenain, merci à vous. Allez, nous allons venir dans la salle. Si vous avez des questions à poser, Agnès arrive.
levez la main. Je vous demanderai de vous lever si vous posez une question. Qui sera le premier ou la première? C'est toujours très compliqué d'être le premier. Eh bien non, ce n'est pas si compliqué que ça, Agnès. Nous avons 2 premières personnes sur notre droite. Tout le monde va bien? On est content de vous recevoir en tout cas. Bonjour. J'avais une petite question, c'était sur, vous parliez des coordinatrices Ulysse, j'aurais voulu savoir ce qu'on vous propose comme formation en fait, pour, en tant que professeur classique, pour accompagner justement les enfants du dispositif. Qui répond à cette question? Il y a des formations pour les coordinateurs d'Ulysse. Bien entendu, il y a une formation d'enseignants spécialisés qui s'appelle la formation KPI. Pour les enseignants de classe ordinaire, il existe une formation qu'on appelle nous techniquement la voie 2, bon, voilà, et qui est une formation de 15 jours pour passer à l'accompagnement scolaire et pratiquer la différenciation pédagogique au sein de sa propre classe. Une formation qui existe pour des professeurs, des enseignants de primaire et secondaire. On a très peu de candidats sur ces formations. Et puis, d'autre part, il existe aussi des formations, ce qu'on appelle, nous, en intra, des formations organisées par les chefs d'établissement pour tous les professeurs de la communauté éducative. Et je pense que c'est ça, l'avenir. C'est vraiment, tout à l'heure, je parlais du travail de réflexion dans les établissements pédagogiques. C'est vraiment ça qui va permettre de développer ce que j'appelle moi le geste professionnel. On voit bien quand on est enseignant, c'est compliqué de classe ordinaire. On accueille, on doit scolariser tous les élèves. Et puis finalement on se dit, celui-là il est comme ça, 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 celui-là il est comme ça. Puis finalement on a 30 jeunes où on a 30 profils différents. Et comment concevoir son enseignement, finalement changer le regard sur, au lieu d'avoir 30 profils qui se juxtaposent, moi je propose un autre enseignement pour que tous ces profils reçoivent un enseignement. Ce qu'on appelle techniquement l'accessibilité pédagogique. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans quelque chose de plus complexe. Merci, et bien France. entendu, il y a beaucoup de formations. On a une autre question. Voilà. Là. Voilà. On lève la main. Je vous présente Agnès. Bonjour, madame. Bonjour, c'est tout à fait dans la continuité. En fait, déjà, je vous remercie beaucoup pour vos présentations qui sont très parlantes et qui, je pense, nous aident effectivement sur le cheminement. C'est dans la continuité de la question de madame, puisqu'en fait, je me posais la question par rapport à certains établissements où on sait qu'il n'y a pas toujours cette volonté ou cette possibilité d'être dans ce geste inclusif ou d'être dans cette volonté de partenariat, de travailler ensemble entre les enseignantes spécialisées et les enseignants de classe ordinaire. Je me demandais dans quelle mesure est-ce qu'il existait un réseau un peu général qui pouvait soutenir les enseignantes spécialisées qui se démènent, qui sont très impliquées, mais qui n'arrivent pas à trouver un partenariat avec leurs collègues dans la classe d'à côté. Je me demandais de quelle manière est-ce que vous avez été aussi soutenu? Est-ce qu'il y a au niveau institutionnel quelque chose qui existe? Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là? Voilà, est-ce que ça existe ou pas du tout? Est-ce que ça se fait au fur et à mesure des rencontres entre collègues? Je m'interrogeais là-dessus. Qui va répondre à cette question? Gaëtane? Alors, c'est difficile de répondre à votre question et en même temps, c'est assez facile. C'est-à-dire que je pense que l'inclusion, c'est une volonté d'un établissement. Voilà. Donc, à la base, c'est une décision qui est prise en général par un chef d'établissement qui ne va pas imposer ça comme ça, qui va travailler ça et solliciter parmi les enseignants, voire discuter avec eux. Est-ce que vous avez la possibilité, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous vous sentez capable de vous lancer dans ce geste professionnel inclusif? Voilà. Et je pense que plus que quelque chose qui serait imposé de l'extérieur, c'est la naissance d'une réflexion interne avec la concordance avec le projet pédagogique de l'établissement qui va faire naître des vocations, qui va faire naître une envie et qui va libérer une espèce de créativité quelque part. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Il faut libérer les énergies, il faut autoriser les gens, laisser les gens
démarrer quelque chose, tester des choses, tenter des choses, tout le temps, et avoir cette capacité de se remettre en question tous les jours. Accepter qu'on arrive en salle de classe le matin en se disant, bien sûr, on sait des choses, on sait résoudre une équation, on va savoir, je sais pas quoi, conjuguer un verbe, etc. Mais devant la difficulté, devant la différence, en fait, je ne sais rien, parce que chaque journée est nouvelle. Donc, comment j'aborde ma journée? J'ai préparé ça. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Comment je discute avec mes collègues pour faire en sorte que ça se mette à marcher sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, on a une question au 4e rang. Le micro arrive. Ensuite, une ou deux questions. On se quittera. Ensuite, j'en profite d'ailleurs tout de suite pour vous dire que à l'étage, vous attendent 3 associations. Nous avons Hyper Super, TDAH France, qui est une association française donc, qui aide les familles, adultes et enfants concernés par les troubles de déficit de l'attention, hyperactivité. Ils sont avec nous. On a également l'Office chrétien pour les personnes handicapées qui nous fait la joie d'être là et qui agissent avec les personnes en situation de handicap. Si vous souhaitez aller à leur rencontre, ils sont avec nous ce matin. Avenir Dysphasie également France est là, une association de parents d'adultes dysphasiques et de professionnels ayant pour but donc de venir en aide aux enfants et aux adultes. Vous connaissez, j'imagine, cette association. Ils sont avec nous. Et puis également, vous pourrez aller à la rencontre de Dyspraxie France, DIS, 10 DFD, qui a été créée en 2011 par des parents d'enfants, de jeunes et adultes dyspraxiques et des professionnels engagés. Ces associations sont avec nous jusqu'à 13h et vous pourrez en profiter dans le jardin d'hiver également pour échanger avec nos différentes intervenantes qui nous ont fait le plaisir d'être là. Tout ça pour vous dire qu'on va prendre les 2 dernières questions. Madame, vous avez le micro, on vous écoute. Bonjour, je voudrais vous remercier tout d'abord. Et j'avais une question au sujet plus particulièrement sur l'inclusion, parce qu'au collège, vous faites apparemment essentiellement des inclusions en arts plastiques, sport, musique, des disciplines plus ou moins artistiques. Mais après, en fait, l'orientation pour les élèves de 3e, est-ce que du coup, il y a beaucoup d'orientation en CAP, et donc du coup, est-ce que le fait de ne pas avoir été inclus au préalable en anglais, maths et français, si ça ne leur posait pas des difficultés pour les CAP? On va répondre à votre question. Alors, déjà, les inclusions, effectivement, sont assez souvent dans les matières que vous venez de dire, mais elles peuvent aussi exister dans d'autres matières. Moi, je prends l'exemple effectivement de jeunes du lycée collège de Stanislas. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des jeunes très inclus aussi dans des matières comme le français, les mathématiques, et qui ont même passé un brevet. Mais l'arrivée en CAP n'est absolument pas conditionnée par la quantité et le degré d'inclusion au collège. D'ailleurs, pour faire un CAP, on n'est pas du tout obligé d'avoir le brevet, donc c'est pas du tout une condition sine qua non, et ils ne sont d'ailleurs aussi même pas obligés d'avoir le CFG. En revanche, pour avoir la capacité d'être en Ulysse lycée avec éventuellement un parcours sur un CAP vente ou un autre CAP ou même dans une Ulysse lycée comme Stan, c'est important d'avoir, pour intégrer ce CAP, la capacité à suivre des enseignements finalement en classe ordinaire, même s'il peut y avoir des adaptations. Donc ça, c'est en fait à mesurer avec l'enseignante spécialisée qui coordonnera le projet. Mais c'est absolument pas lié au dosage d'inclusion. C'est par rapport à l'intérêt de ce parcours-là ou au bénéfice qu'il pourra trouver dans ce CAP et ensuite à qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de cela ensuite pour sa vie future. C'est un peu ce que nous disait Béatrice par rapport au témoignage de son fils. Donc il n'y a pas d'angoisse à avoir par rapport à ça. C'est l'idée de ce sur-mesure dont vous a beaucoup parlé Gaëtane, qui fait vraiment tout l'intérêt du dispositif Ulysse et tout l'intérêt de cette inclusion à construire et à créer vraiment en fonction des besoins de chacun et en fonction du projet de vie qu'on veut donner et que vous, surtout, vous voulez donner à votre enfant et aussi lui
comme il voudra y répondre. Hein. Théophile qui dit « Ah non, moi, le jardin, ça ne m'intéresse pas ». C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Merci Isabelle Lejeune. Dernière question. Oui, madame, on arrive vers vous. Ah bah, d'accord, il y en aura donc deux. En fait, il y a plusieurs questions dans ma question. C'était pour les Ulysse Collège. J'aurais voulu savoir si, j'imagine qu'il y a une communication entre vous, si par exemple, on n'est pas vraiment sûr si notre enfant a plus le profil pour l'Ulysse de Fénelon ou de Stan. Est-ce que vous communiquez éventuellement entre vous? Est-ce qu'il peut y avoir des process communs? Ou quand est-ce que ça se passe? Et l'autre question, c'est à la sortie. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qu'ont fait vos élèves après une sortie de l'Ulysse Lycée ou de l'Ulysse Collège? Alors, la première question était gratuite, on va vous donner notre RIB. Et j'aimerais qu'on récupère l'autre question, parce qu'on va conclure également avec la question. Prenez des notes si vous avez besoin de vous souvenir de ce qu'on vous a demandé. Et la dernière question est juste là, on arrive, le micro, dans quelques instants dans votre main, et ensuite ce sera la conclusion de cette conférence. Bonjour madame. Bonjour, alors moi c'est pas vraiment une question, c'est plus un témoignage, hein. Juste pour vous dire que mon fils est autiste et quand il était en CM2, la question s'est posée de est-ce qu'il continue dans le... il continue dans je trouve plus de terme, enfin le collège en milieu ordinaire, voilà, avec une AESH à plein temps, est-ce qu'il va en Ulysse? Et on a trouvé grâce au site de l'appel le collège Saint-Louis, qui est un collège de réadaptation scolaire. Et mon fils a eu la chance de suivre ce collège-là, où il y a une classe Ulysse depuis 2 ou 3 ans maintenant. Et c'est un collège très particulier qui en fait... Qui permet aux enfants de reprendre un peu, il n'y a pas d'AESH, mais il y a un environnement orthophoniste, psychomotricien et tout ça. Et donc, si ça vous intéresse, si les parents d'ici, ça les intéresse que je raconte un peu plus, eh ben, je serai en haut, voilà. Voilà, vous avez été formidable. Merci pour ce témoignage, en tout cas. Et on va répondre à la question de notre précédente spectatrice. Donc aux deux questions. Oui, il y en a deux. Exact. 2 questions. Est-ce qu'on discute entre établissements? Bien sûr que oui. Voilà. On discute, on se connaît. On connaît bien nos élèves. Et une fois de plus, on travaille dans l'intérêt de l'enfant, dans l'intérêt de l'élève. Donc on a tous intérêt à ce que les élèves soient bien là où ils doivent être bien. Donc on a tout intérêt à discuter entre nous pour se dire, ben voilà, j'ai tel élève, ce profil, je pense que c'est peut-être intéressant qu'ils viennent chez vous. Voilà. Après, il y a ces histoires de stages, de mini-stages d'observation qui sont très, très importants. Et là, je vais laisser la parole à Isabelle, parce qu'on découvre plein de choses pendant ces mini-stages d'observation et on peut se dire, bah, tiens, on n'est peut-être pas la solution, il y en a peut-être une autre. Voilà. Ah oui, il faut toujours faire plusieurs dossiers, ça c'est sûr. Voilà, moi déjà vous faites les portes, déjà voilà, vous allez vous renseigner sur l'établissement, ensuite vous allez faire la démarche. En général, on a tous le même système, c'est des démarches en ligne. Hein, on vous demande de téléverser un certain nombre de pièces dans les dossiers. Ensuite, vous êtes reçus. Nous, à Fénelon, c'est par la directrice du collège et moi-même. Et à l'issue de cet entretien, de cette présentation avec votre enfant, on va vous proposer un mini-stage d'observation. Pendant ce stage d'observation, je vous ai dit, on observe beaucoup de choses. Et c'est là où on va se dire, avec vous, évidemment, est-ce que c'est bien le bon endroit pour votre enfant? Et là, je vais... Voilà, alors effectivement, à Stanislas, on a exactement ce même fonctionnement, à la fois de démarche en ligne et de recevoir aussi les parents et de stages d'observation. Et je peux dire que c'est le cas dans beaucoup d'autres Ulysse, que ce soit collège ou lycée. Et même si, par exemple, regardez à Stan, on a 2 Ulysse collège et une Ulysse lycée, et on privilégie nos élèves d'Ulysse collège, malgré tout, quelque part, on les force aussi un peu à aller voir ailleurs, parce que c'est pas parce qu'ils ont fait le collège chez nous que c'est notre lycée qui est le plus adapté. Et aussi, ça permet aux jeunes de s'engager, de réfléchir et de se projeter, et aussi aux parents aussi de faire cette démarche. Donc oui, on discute, et oui, ce stage d'observation est hyper important parce qu'il permet de voir vraiment beaucoup de choses, et déjà de se dire qu'est-ce qui va être le mieux pour mon enfant, vers quoi je vais pouvoir le mieux sortir.
Donc, je pense que c'est moi qui peux peut-être le plus répondre à la deuxième question par rapport à la sortie du lycée. Alors là, pour le coup, je parle de moi, c'est-à-dire de ce qui se passe à Stanislas. Donc, on est assez inventif par rapport à cette inclusion. Donc, grâce à nos partenariats avec de nombreuses entreprises, il y en a beaucoup qui sortent au fil de ces 3 années du lycée et même de stages filés qu'on a pu inventer la dernière année sur 2-3 jours par semaine au 3e trimestre. Il y en a qui sortent avec un CDD ou un CDI et avec qui on a construit aussi, avec l'éducatrice avec qui on travaille, une sorte d'emploi accompagné pour ensuite aller vers des dispositifs d'emploi accompagné qui font perdurer ce travail de suivi qu'on a pu faire déjà en Ulysse Lycée et qui continue après. Et il y a d'autres jeunes qui, ensuite, à la sortie de notre lycée, ne vont pas vers un parcours directement sur un métier, mais vers un parcours diplômant, parce qu'après, ils partent dans des CAP, comme des CAP PSR, qui sont des CAP en restauration collective, qui vont dans des CAP aussi de service en salle, ou alors des CAP vente, comme il peut y avoir à Saint-Ursule, ou alors même des CAP en apprenti, à Saint-Vincent-de-Paul, pardon, mais il y en a aussi à Saint-Ursule. C'est pour ça que je pense à Saint-Ursule. Il y a aussi des CAP en apprentissage, comme à Stephenson, qui est un CFA. Donc, il y en a qui font ces démarches-là. En général, ils démarrent par un CAP parce que, quelque part, c'est une ouverture un petit peu moins sécurisée, finalement, qu'en Ulysse. Donc, ils font cette première marche. Premier grand saut, je dirais, et ensuite on en a qui vont sur des bacs pro et même qui sont en BTS aujourd'hui. Donc effectivement, encore une fois, toutes ces constructions sont possibles. Merci Isabelle. On va applaudir les intervenants qui sont avec nous aujourd'hui. Florence Mirande, Sylvie Groman, Gaëtan Bavrez, Isabelle Lejeune et Béatrice Lenain. Merci à toutes les 5. Ça ne s'achève pas puisque vous allez pouvoir rencontrer le public dans quelques instants. Virginie Durin est avec nous. Conclusion de ce 6e rendez-vous. Bien suivi sur le live Facebook, en tout cas, j'ai vu ça. Oui, on est très heureux. On vous conseille d'ailleurs, pour que nos événements perdurent, de nous repartager pour que justement on ait le plus de vues possible et que je puisse, comme chaque année, reconvaincre le conseil d'administration que l'école inclusive, c'est primordial et c'est majeur. Je suis très heureuse, en tant que présidente de l'Appel de Paris, de vous recevoir aujourd'hui à Notre-Dame de Sion. L'Appel de Sion est présente et on en est très heureux. Je voulais remercier Valérie Moreau et Camille Pizot d'avoir organisé cette journée qui s'est très bien passée. Merci beaucoup à vous deux. Je voulais vous dire que j'étais très fière, puisque c'est pas moi qui ai organisé, donc je peux le dire, je suis très fière de ce que fait l'Appel de Paris. Je suis très fière de cette bulle, de ce temps, cet espace qu'on offre aussi à nos parents pour qu'ils se rencontrent, et c'est pour ça qu'on vous conseille de rester pour boire un café dans le hall. Merci. Merci à vous, bon week-end. Nos intervenantes vont vous rejoindre. Générique de fin, on vous raccompagne gentiment en musique. Merci beaucoup. On va vous rejoindre à l'étage, hein.